Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de parler montagne avec Blaise Agresti. Bonsoir Blaise. Bonjour à tous. Alors, guider en premier de cordée, c'est ce qui va nous occuper. Quel est le parallèle qu'on peut faire entre l'exigence de la montagne et l'exigence du business aujourd'hui? On va beaucoup parler de courage, d'engagement, d'incertitude aussi. Avec plein d'exemples, plein de parallèles. C'est une masterclass qui va être passionnante. Vous êtes toujours aussi formidable. Merci de votre fidélité. Vous êtes près de 220 inscrits aujourd'hui pour venir écouter Blaise. La semaine dernière, vous étiez également très très nombreux pour écouter la fondatrice du Women's Forum, Aude de Thuin, parler de comment on peut changer le monde par les femmes. Elle a créé le Women's Forum parce qu'elle s'est aperçue qu'au Davos Forum, il y avait 4% de femmes. Et elle s'est dit, on ne peut pas réinventer le monde qu'avec les hommes en ignorant 50% de l'humanité. Un témoignage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Voilà, alors les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est un portail de performance commerciale. On accompagne les entreprises dans plus de 20 pays, dans 9 langues, pour améliorer l'efficacité commerciale et engager les équipes dans les transformations dans des secteurs très variés comme la santé, l'industrie, le retail ou les technologies. La page de pub est terminée. Alors, Amaury, est-ce que tu peux nous faire le portrait de Blaise qu'on voit ici en pleine action près de Chamonix, je pense. Voilà, Amaury, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de Blaise? Oui, bien sûr, Roland. Blaise Agresti, vous avez au cours de vos expériences développé un sens du leadership complet. Dès les débuts de votre formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, vous êtes spécialisé en ingénierie, mais également en histoire à la Sorbonne. À votre sortie en 1996, vous devenez commandant de peloton à Annecy, puis rapidement commandant du peloton de gendarmerie des hautes montagnes de Chamonix. Pendant 20 ans, vous dirigez de nombreuses unités opérationnelles, en France mais aussi à l'étranger, et vous occupez des postes à responsabilité, comme le commandement du Centre national de formation des secouristes. Lors de cette période, vous forgez votre expertise dans de multiples domaines, notamment en gestion de crise ou encore dans le domaine de la formation. Et en 2015, vous finissez par quitter la gendarmerie pour entamer un MBA en stratégie de finance et entrepreneuriat à l'EM Lyon. Et c'est en rassemblant ces compétences de management récemment acquises et vos expériences passées que vous fondez Mountain Path en 2017. C'est une école de management d'altitude qui propose une approche inédite du leadership, faire appel au savoir-faire de métiers dont le danger, le risque et l'incertitude sont la normalité. Vous êtes aujourd'hui enseignant universitaire et auteur de 3 livres, donc Guidé en premier de cordée, dont nous allons parler aujourd'hui, qui reprend les principes fondamentaux de votre entreprise Mountain Path. Blaise Agresti, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. C'est gentil, Amaury, merci beaucoup pour ce petit parcours, ce rappel de toute une petite vie. Un beau parcours. Alors, dans ton livre, absolument passionnant, je vous invite tous à vous précipiter à la FNAC pour l'acheter, tu cites une très jolie phrase du poète René Daumal, l'alpinisme est l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus grande prudence. Est-ce que c'est ça, finalement, la grande leçon de l'alpinisme? Alors oui, je pense que cette phrase, elle est assez extraordinaire, parce qu'elle synthétise en quelques mots toute la complexité de guider en premier de cordée. On est dans des environnements qui sont délicats, dangereux, et à la fois, il faut être capable de prendre ce risque, prendre son risque, individuellement et collectivement, mais aussi de faire preuve de la plus grande prudence. Donc c'est un environnement, en tout cas, en tant que guide secouriste, on le vit au quotidien. C'est un environnement qui présente des risques vraiment non négligeables. Enfin, on pourra en reparler, mais pour donner une indication comme ça, mais moi, en tant que guide de ma promotion, on était 42. Il y en a 17 qui sont décédés en montagne. Alors, pas toujours avec des clients, heureusement, mais on est quand même sur une réalité d'un risque qui est majeur. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces expertises de cheminer dans ces environnements-là peuvent, et c'est peut-être le sens de ce webinaire aujourd'hui, peuvent aussi éclairer la manière dont on peut regarder les risques qui nous entourent avec un regard de ces professionnels qui sont confrontés à ça tout le temps, quoi. Alors peut-être première question, pourquoi est-ce qu'on gravit une montagne? Alors ça, j'allais dire, c'est presque une question de philosophie, mais alors
le parallèle qu'on peut faire avec une équipe commerciale ou un dirigeant d'une entreprise, c'est que en fait, on ne se met en mouvement, on ne quitte un refuge que si on a la clarté de ce sommet. Alors, le sommet, qu'est-ce que c'est On sait très bien que gravir une montagne, ça peut apparaître comme quelque chose d'absolument inutile. Mais effectivement, quel est le sens qu'on peut donner à une ascension Quel sommet on va se choisir Et ça renvoie à plusieurs questions, en fait. Une question individuelle. Quel sommet je vais me choisir moi en tant que citoyen, en tant que père de famille, en tant que dirigeant d'entreprise pour moi. Mais évidemment, la question, elle va très vite se poser au titre de l'organisation. Quel sommet on se choisit collectivement et, euh, et effectivement, est-ce que c'est un sommet qui est un sommet très lointain, un Everest qui va être un plan à 5 ans, à 10 ans, une vision du monde. Je peux penser notamment à la décision qui a été prise par Yvon Chouinard, là, le patron de Patagonia, de céder son entreprise à la terre en disant je vais créer un fonds et qui va me permettre moi de me dégager d'une logique très capitalistique. Donc, en tout cas, sa vision à lui, son Everest à lui, bah, c'est donner son entreprise dans sa performance à autre chose que sa propre famille. Donc c'est un Everest en tant que tel. Ça peut être ce plan philosophique, effectivement, l'idée d'éduquer, de partager, de transmettre. Ça peut être aussi une idée très, très, très basique pour performance économique, de dire on va aller chercher de la marge et du résultat. Donc en fait, ce qui est important, de mon point de vue, dans cette question du sommet, de cet Everest qu'on se choisit, c'est de ne pas faire l'économie de la compréhension globale du monde. On ne peut pas aujourd'hui raconter aux jeunes générations qui rentrent dans l'entreprise du bullshit. On ne peut pas leur proposer des sommets qui seraient des sommets en surface ou qui seraient non fondés sur quelque chose de sincère. Donc aujourd'hui, moi j'invite les dirigeants à faire très attention à la manière dont on raconte cette histoire du sommet de la vision parce que c'est juste pour raconter une histoire qui est hors sol, ça ne fonctionnera pas avec les jeunes générations. Et alors Blaise, une question personnelle, c'est quoi ton Everest? Alors moi, mon Everest aujourd'hui, donc j'ai eu la chance d'être dans des univers professionnels qui sont assez extraordinaires parce que le secours en montagne, porter assistance à des gens en montagne, c'est une belle mission. Et ces gens qui le font aujourd'hui encore, ils ont là aussi développé plein de savoir-faire. Et ces savoir-faire, en fait, ils sont très intéressants pour nous tous. Parce qu'une équipe de sauvetage qui chemine sur un glacier, qui va porter assistance à quelqu'un au fond d'une crevasse, qui va braver la tempête pour essayer toujours de porter assistance à quelqu'un, ils ont développé des capacités de survie, de résilience qui sont super intéressants pour nous tous. Donc moi, mon Olympe à moi, mon Everest à moi, c'est de transmettre en fait, c'est d'essayer d'être ce lien, ce passeur entre. Je suis désolé, je suis dans un aéroport, je devais arriver au Luxembourg aujourd'hui, mais tout a raté depuis ce matin. Donc en fait, pour moi, c'est effectivement la transmission. C'est-à-dire, si je devais résumer mon Everest à moi, c'est comment par l'écriture, par les learning trips, les learning expeditions qu'on bâtit, par les mises en résonance d'expertise, comment on peut effectivement aider les gens à adresser l'incertitude et la complexité du monde. Si moi, je peux modestement des managers, des dirigeants à gérer mieux cette incertitude qui nous entoure, j'ai fait mon job. Et alors donc on a compris qu'on a finalement on construit chacun notre Everest, on choisit nos sommets. C'est quoi une ascension réussie? Alors cette question, elle est pour le coup vraiment importante et j'aurais presque aimé poser la question à tous les gens qui écoutent le webinaire là, puisque chacun se pose la question en fait finalement de quand j'ai décidé d'aller sur un sommet, que ce soit le Mont Blanc, que ce soit les monts d'Arrée en Bretagne, que ce soit le Puy de Dôme ou peu importe en fait, c'est pas le sujet, c'est pas tant le sujet. Le sujet c'est le chemin, c'est la manière de cheminer ensemble pour essayer de l'atteindre ou peut-être de pas l'atteindre, de renoncer aussi, c'est pas gênant. La pratique de l'alpinisme c'est aussi des renoncements. Donc c'est pas tant le sommet que la manière d'y aller. Et donc la question qui se pose, c'est effectivement comment un guide de haute montagne, comment un chef d'équipe, un chef de projet va embarquer son équipe derrière. Donc effectivement, il y a la manière de distribuer le leadership, bon, voilà, aller vers son sommet. Donc il y a effectivement toutes les étapes. Merci de mettre l'image. Toutes ces images qui nous amènent du refuge vers le sommet. En fait, ça commence toujours par faire cordée, être capable effectivement de se relier les uns aux autres sur un fondement de sincérité et d'honnêteté dans la manière de se dire les choses. Donc la valeur de la cordée, l'esprit de cordée, c'est pas tant se dire on s'encorde les uns les autres, mais on utilise à la fois les bons talents et la bonne résonance
par rapport à la compétence, à la complémentarité. Donc, faire cordée, la première étape, c'est vraiment un point important. Donc ça, c'est autour de la cordée engagée. Il y a effectivement le sommet, on en a parlé, mais le deuxième point qui est sur la slide, là, c'est l'histoire du guide. Finalement, qui prend la responsabilité? Qui porte le sac à dos de la responsabilité dans la cordée? C'est jamais toujours le premier, il y a toujours un second derrière. Comment on va être dans la réversibilité? Comment, quand je suis fatigué, moi, en tant que premier de cordée, le second va passer devant? Donc, la question fondamentale du bon guide, c'est comment une organisation distribue son leadership euh, à l'intérieur de son organisation pour essayer de libérer en fait toutes les pesanteurs hiérarchiques qui ralentissent l'action. La distribution du leadership, c'est pour moi une question absolument centrale des organisations. Comment, à la fois, il faut parfois centraliser un peu certaines choses, comment on décentralise. Cette question de la centralité et la décentralisation, elle n'est pas simple à trouver dans le monde dans lequel on est, parce qu'on crée des organisations matricielles, on a du mal parfois à s'y retrouver dans les organisations. Donc, cette question-là, elle est vraiment importante. Derrière, on voit bien que la question de la mise en œuvre, l'excellence de la mise en œuvre va rester un point extrêmement important, parce qu'on a beau décider d'être dans la solidarité de l'accorder, d'utiliser les compétences, etc. Si on ne fait pas les premiers pas de manière réelle et efficace, et qu'on soit capable d'ajuster ces premiers pas, donc ça nous oriente vers l'excellence opérationnelle, la mise en œuvre des choses, c'est un point qui va être central pour atteindre le sommet. Voilà. Ce Tout ça, leadership c'est dont tu valable. parles, Oui, on a, pardon. Bon, juste, on a beaucoup de, on a je rajoute beaucoup des deux de, points peut-être. oui, je t'en Pardon, prie. tu vois. Non, je vais juste finir, comme ça je passais les 6 points en revue. Mais juste, donc là, on a bien vu que du sommet, du guide, de l'excellence opérationnelle et de la corde engagée, on a la colonne vertébrale. Là. Mais si on n'est pas capable de s'adapter aussi, et si on n'est pas capable de redescendre de la montagne et de préparer le rebond, parce qu'en fait, on est toujours dans l'obsession de l'atteinte du sommet, mais il faut en redescendre, il faut rebondir et tirer les enseignements aussi de ses propres erreurs si on n'est pas dans un cycle d'apprentissage et de développement. Donc c'est ce 6e point, il me semble très important sur le retour d'expérience, le rebond, et celui sur l'adaptabilité aussi. Voilà. Donc c'était comme ça, on a les 6 critères de cette ascension réussie. L'image complète, l'image complète. Tu parles des organisations matricielles. On a un de nos invités qui nous parlait de la difficulté des grosses organisations qui ont justement ces structures matricielles à évoluer, à se transformer parce que finalement la structure, un peu comme des barreaux de prison, enferme chacun dans ses processus et ses outils qui viennent des deux côtés ou des trois côtés de la matrice. Tu parles également beaucoup dans ton, tu viens de le mentionner, là, la notion d'authenticité, d'un discours vrai. Tu parles de la question éthique et tu cites Emmanuel Faber, encore là une belle phrase, quand on touche à l'essentiel, la question de l'utile ne se pose plus. Comment est-ce que tu interprètes cette phrase d'Emmanuel? C'est une très belle phrase, effectivement, qui renvoie à cette question sur le sens de l'alpinisme. Pourquoi on gravit une montagne, en fait. Et c'est vrai que dans la littérature de montagne, on a souvent associé alpinisme et conquérant l'inutile. Il y a eu un livre qui a écrit ça. Et donc, en fait, ce qu'il évoque, Emmanuel Faber, c'est que en tant qu'être humain, de n'être que dans la rationalité de l'opérationnel, de la mise en œuvre des actions, ça enlève la part la plus importante de nous, qui est cette part du rêve, sa part de transcendance. En fait, là, il est assez dans l'idée de la spiritualité aussi. Et même dans l'entreprise, on ne peut pas faire l'économie de dire qu'on est des êtres complets. Alors, j'ai un enfant qui vous l'entendez ou pas? Oui, oui, mais ça va, on te comprend. Ça va. Donc, il y a une idée de la transcendance et qu'on ne peut pas, même dans une entreprise, faire l'économie, d'évoquer des sujets qui sont parfois hors du champ de la rationalité de la performance. On a beaucoup voulu faire de l'entreprise un objet rationnel, performant, structuré, mais on a juste oublié qu'on était des êtres humains avec de l'affect, des émotions. Et donc cette phrase, elle invite à se dire c'est quoi les essentiels qui finalement portent un collectif. Et on est toujours surpris en fait si je prends l'exemple du secours en montagne, si je dis l'essentiel qui serait la mobilisation et la mission du secouriste, on aurait tendance à penser que c'est avant tout sauver des gens. La mission serait de porter assistance à des gens qui sont en difficulté. Et la réalité de la pratique des équipes de sauvetage, c'est que probablement l'essentiel de ces équipes-là, c'est la fraternité d'armes, c'est la capacité à fonctionner ensemble. Que l'on fasse du secours ou que l'on fasse autre chose, peu importe. Finalement, la mission passe derrière le lien, derrière l'intensité du lien. Et là, pour le coup, par rapport au thème de l'entreprise,
ça remet en perspective peut-être un biais qu'on a ces dernières années de dire il nous faut une vision, une mission, des valeurs, il faut avoir la plateforme de marque qui soit bien établie. Et là, on est sûr qu'on va aller au bout du monde. Bah non. En fait, ça, c'est une vision un peu marketing et de communicant. Mais ce qui fonde la performance d'une organisation, c'est la qualité du lien. C'est la qualité du lien. Point. Et après, le reste, c'est la littérature. On bouscule des idées reçues là. Tu mentionnes 4 types de leadership, hein, le leadership de challenge, le leadership de contrat, le leadership d'inspiration et le leadership de soutien. Comment est-ce qu'on peut faire le parallèle entre le leadership d'un commandant de gendarmerie de haute montagne ou d'un guide de haute montagne et ces 4 formes de leadership que tu distingues? Alors, pour le coup, là, le guide de haute montagne, il est totalement dans ces 4 formes-là. Quand on voyait tout à l'heure la photo du refuge, le dessin du refuge qui va vers le sommet, on voit bien que si on commence par mettre de la pression sur la cordée dès qu'on sort du refuge par rapport à un leadership, on va dire, de plus de performance, de challenge, ça va pas le faire. En fait, on est à 3 heures du matin, on vient de se réveiller, on a juste envie que le guide nous parle gentiment, qu'il soit sympa, qu'il dise une petite chose qui détende l'atmosphère, parce qu'on a de la pression, on a un peu l'appréhension de sortir de ce refuge. Ça va être les premiers pas. Donc, on est sur le leadership de soutien dans les premiers pas. Et je dis souvent que le guide commence sa journée à genoux devant ses clients parce qu'on met les crampons. On met les crampons à ses clients, soit on les aide à attacher les crampons. On commence la journée par beaucoup de gestes, en fait, qui sont des gestes de soutien. Après, derrière, quand on va être effectivement à aborder la zone de crevasse, la zone un peu plus crevassée, on va bien la côté à l'ombre, les montagnes, on peut être dans une zone plus difficile. Et là, la posture va changer du guide. Il va être plutôt peut-être dans une intensité d'action où on va donner des consignes beaucoup plus claires. On va essayer de structurer la manière de gérer les risques. Donc, on va peut-être avoir un leadership qui sera un peu plus fondé sur une forme d'autorité naturelle. Et bien sûr, quand on va se rapprocher du sommet, que les gens vont être épuisés, que le sec va commencer à tirer sur les épaules, on va mobiliser encore une autre forme de leadership qui sera entre le soutien et l'encouragement. Et puis, allez, on y va ensemble. Il y a une dimension d'exemplarité qui va peut-être emporter la fatigue sur les derniers pas. Donc, en fait, le guide, toute sa vie, durant, ne fait que varier sur ces formes de leadership. Et ce qu'on invite souvent à faire les managers qui viennent avec nous, c'est de se questionner sur la bonne posture, en fait. Parce qu'il y a un rapport fondamental entre performance et synchronicité de la posture. C'est-à-dire que si je viens, en tant que manager, amener du soutien à un moment donné où il faut donner un coup de pied aux fesses pour simplifier un petit peu, ben, on va être à contre-temps. Donc, le tempo de la posture du leader, elle est juste essentielle. Donc, pour moi, ces 4 formes-là, elles sont pas, sur une slide, ça fait un peu théorique, mais elles ont une acuité dans la dimension de l'action. C'est-à-dire que la posture doit être en lien avec le rythme de l'action, et on doit et soutenir au moment pertinent, et parfois pousser un peu plus loin parce que les gens sont en train de se relâcher un peu, il faut remettre une intensité, redonner de la vigilance collective. Voilà, donc en fait, c'est ça qui va faire la qualité d'un bon leader, c'est la capacité à varier les styles de leadership. Varier des styles de leadership. Alors, il y a une situation particulière quand on est en montagne, c'est l'accident, hein. C'est soit l'accident, soit le mauvais temps qui arrive, soit une difficulté extrême, un crux qu'on a à franchir. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience de guide en termes de leadership pour faire face à une situation d'incertitude, à une situation de crise? Alors, il y a peut-être, la question elle est vaste en fait, hein. Il y a beaucoup de choses peut-être qu'on pourrait dire, mais il y a d'abord une dimension morale à l'incertitude et à la crise, c'est que il faut quand même retenir ses émotions. On peut pas se laisser déborder, envahir par les émotions, en particulier quand on est une équipe de sauvetage. On aura les émotions après, bien sûr, il faudra débriefer, il faudra peut-être faire du déchoosing, comme on dit, c'est-à-dire libérer la parole autour des émotions. Mais en tout cas, on peut pas se laisser envahir par ça. Donc il y a une dimension de maîtrise de soi, un peu comme les arts martiaux, comme nos grands anciens qui pratiquaient l'aïkido, le judo, etc. Il y a quand même une dimension de la maîtrise des émotions. Et j'allais dire aujourd'hui, là, dans le contexte inflation, crise, etc., la maîtrise des émotions à tout niveau des organisations,
Et la manière de communiquer du stress, ça va être un grand sujet. Il y aura des organisations qui vont être en démultiplication de stress parce que tout le monde en rajoute, d'autres qui seront plutôt en retenue de stress. Et voilà. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment important. Le deuxième point, peut-être pour faire très simple, c'est que si je rentre dans la crise ou l'incertitude avec une page blanche, c'est-à-dire que mon cerveau, il ne voit que du blanc, et que je n'ai pas des outils de modélisation de ma pensée, je vais être mal barré. Et ça, c'est ce qu'on appelle les modèles mentaux. C'est une réponse qui est non pas un processus, parce qu'on a tendance à penser qu'un modèle mental, c'est un processus. C'est pas un processus, c'est pas une checklist, c'est pas une to-do. C'est une manière de visualiser les grandes étapes que je vais devoir avoir à dresser. Et par exemple, la crise, il y a 6 étapes fondamentales sur une crise. Entre les moments où il y a des signaux faibles jusqu'à la sortie de crise, on voit bien la courbe de la crise. Bah, premièrement, je vais mettre des mesures préventives face à des signaux faibles. Quand la crise va se propager, je vais devoir mettre en œuvre des mesures d'urgence et très vite structurer ma cellule de crise. Comment je structure ma cellule de crise? Il y a des choses à savoir. Comment je vais garantir la continuité d'activité? Comment je vais identifier la scénarisation de sortie de crise? Comment je vais être capable de faire un bon retour d'expérience? Ben voilà, ce que je viens de dire là, c'est un bon aide mental. Il y a 6 étapes. Et si chacun des managers, des dirigeants a la visualisation de ces 6 étapes, et si en plus il a quelques idées sur chacune de ces boîtes, de la boîte à idées, à l'intérieur desquelles il va devoir jongler, eh ben, je ne suis pas face à la crise ou l'incertitude avec une page blanche. J'ai un modèle mental qui va vraiment m'aider à structurer ma pensée sans l'enfermer dans des processus, parce qu'on est dans un moment où il faut avoir beaucoup varié, beaucoup s'ajuster. Et si je suis dans un processus, j'aurai beaucoup de mal à en sortir. Donc, les organisations qui sont fondées sur de l'industrie, du processus, il faut qu'ils en gardent évidemment, sinon ils ne sortiront pas leurs avions ni leur voiture. Mais il faut aussi qu'ils gardent un peu de slack, comme on dit, c'est-à-dire un peu de ressources pour ajuster et rebondir. Et ça, c'est ce que moi j'appelle les modèles mentaux. Et c'est vraiment une pensée managériale qui est en pleine émergence aujourd'hui, avec ce qu'on appelle, qu'on qualifie d'effectuation. Et ça, c'est une pensée qui est plus effectuelle, un peu inspirée du digital et qui est intéressante dans ce monde qui va vite. Tu mentionnes les deux modèles de Daniel Kahneman. On recevait il y a quelques mois Olivier Sibony qui a écrit Ah oui, ce bouquin Noise là, bien sûr. pour se débarrasser du bruit ambiant et prendre des décisions beaucoup plus objectives. Là aussi, il y a beaucoup à apprendre des dernières recherches en sciences cognitives pour mieux maîtriser finalement son environnement et ses biais qui, dans des situations de crise, peuvent devenir très présents. Disons que le livre de Kahneman et Olivier Sibony et Thomas Cass, il est, il est fondamental dans la compréhension du monde. Et là, même moi, aujourd'hui, c'est intéressant parce que je suis dans du bruit, je suis dans un aéroport à Zurich, j'ai un enfant qui crie, je suis en webinaire, j'ai des annonces, j'ai un avion à prendre. Donc, on est dans ce monde-là. On est tous dans ce monde-là. On est tous avec nos smartphones, avec des fake news, des bonnes news, etc. Donc, le bruit, on n'a jamais été dans une civilisation qui a plus de bruit à gérer. Et là, il y a un enfant qui crie fort à côté. Et c'est bien, c'est intéressant. Et ce que propose Kahneman et l'équipe, sur Olivier Sibony, c'est effectivement comment on crée des écosystèmes qui combattent le bruit, tout en le recevant. Parce que si on n'entend pas le bruit de la guerre, le bruit de l'inflation, le bruit de Taïwan, le bruit de l'évolution de la Chine, etc., on va totalement passer aux côté du sujet stratégique. On va être complètement à côté de la plaque. Donc, fondamentalement, il faut, ce que moi je dis souvent, c'est comment on développe une organisation qui est capable de capter ce que je qualifie d'informations dirimantes, c'est dans le bruit, il y a des informations qui sont utiles. Comment je vais les attraper? Et ça veut dire qu'on a une éducation collective à être en écoute et que chacun fait se remonter, je pense notamment à des comités de direction, se donner quelques minutes en début de comité de direction pour faire un tour de ce bruit et de dire qui a capté une info qui pourrait être utile pour le collectif, en étant dans une espèce de management de, de captation en fait de ces informations dirimantes qui ont une valeur pour l'entreprise. Ça, c'est une hygiène hyper importante dans un comité de direction, par exemple, c'est de mettre en place ces dispositifs pour laisser du temps au tri de l'information. Sinon, on est tous là à être sous notre avalanche de news, qu'elles soient financières, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient. Et on voit bien que aujourd'hui, ce qui est le plus dur, c'est la prospective. Comment on en fait quelque chose qui nous aide à scénariser le futur et à mieux le comprendre. Et on voit bien les militaires, par exemple, sur la guerre en Ukraine, c'est terrible pour le renseignement militaire français, mais on était à côté de la plaque. C'est-à-dire que tout notre système de renseignement français dit non, non, l'Ukraine, ça va être cool, ça va bien se passer, il n'y aura pas
d'offensive russe. Comment on peut avoir un système de renseignement qui a des capteurs partout, des capteurs technologiques, des capteurs humains, et qui arrive à passer à côté de cette information-là, alors que tout le monde à côté, les Anglais, les Américains disent ça va peut-être se passer. Donc comment on arrive à se planter autant comme organisation, je pense que c'est intéressant de le débriefer. Alors tu parles aussi de l'importance, en dernière étape, de savoir clore une crise. Qu'est-ce que ça veut dire clore une crise? Alors clore une crise, c'est deux choses principales. Hein. La première, c'est ouvrir le capot et regarder à l'intérieur du moteur s'il n'y a pas des trucs qu'on a fait un peu chauffer pendant l'événement et comprendre la syndinique, la dynamique de décision, refaire un peu le retour. Est-ce qu'on n'a pas quelques trucs à apprendre et tirer les leçons de ça, peut-être pour garder des bonnes pratiques. Parce que la crise, en fait, elle nous a obligés à penser différemment et à s'organiser différemment. Donc je dis souvent à des dirigeants, est-ce qu'à l'issue de la crise Covid, vous avez tiré les enseignements en termes d'organisation interne? Parce que vous avez mis en place des trucs nouveaux, est-ce que vous avez changé complètement votre organisation après le Covid ou est-ce que vous êtes revenu à l'organisation d'avant le Covid? Il y a deux types d'organisations, celles qui ont dit on change, celles qui ont dit on revient comme avant. Bon, voilà, ce sont des choix politiques. Donc ça, c'est la première chose, c'est tirer les enseignements, le retour d'expérience et, euh, et surtout en termes d'organisation et de leadership. Il faut quand même être capable de regarder ce qui s'est passé. Et le deuxième grand sujet pour moi, c'est préparer le rebond. C'est qu'une crise, ce n'est qu'un épiphénomène qui a déplacé les repères. Et il faut se donner la capacité à structurer un rebond. C'est-à-dire que les gens sont souvent fatigués d'une crise. Et en fait, ça ne fait que commencer. Il faut juste dire qu'une crise, c'est qu'un moment passager et qu'il va falloir être capable de repartir tous ensemble. Et on voit bien qu'il commence à y avoir de la fatigue en ce moment dans les organisations. Nous, en tout cas, nos clients entreprises nous disent beaucoup que c'est dur de repartir. On a fait des plans stratégiques, on a réadapté l'organisation par rapport au Covid. Là, on doit se réadapter de nouveau par rapport à l'énergie, par rapport à des sujets macroéconomiques. Et les équipes sont fatiguées. Donc, comment on crée les conditions d'un rebond favorable dans l'organisation en donnant du repos aussi aux gens? Les gens ont besoin de se régénérer. On oublie aussi de laisser du temps pour que les gens se régénèrent. Donc le rebond, voilà, c'est la deuxième chose, c'est tirer les enseignements d'un côté, bâtir les conditions favorables à un rebond. Et c'est compliqué dans le monde actuel. C'est effectivement compliqué et plein d'enseignements. Merci infiniment Blaise pour cet échange. Quelques idées bonus. Alors bien sûr des lectures classiques. Hein. Alors le témoignage d'Emmanuel Faber, qui est pas tellement un témoignage business, qui est plus un témoignage d'un passionné d'alpinisme. Ouvrir une voie, hein, qui est son dernier ouvrage aux belles éditions Guérin. Alors, retrouver bien sûr Premier de Oui, Cordée de Roger c'est Frison-Roche, hein. sûr. Cette histoire extraordinaire de Pierre, qui est Hier, un jeune passionné de montagne qui veut devenir guide et qui, à la suite d'accidents, est complètement bloqué et qui finalement va réussir à dépasser ses peurs. mais juste un point sur Prise en Roche, là, sur ce livre. Il a été écrit en 1942 pour rebooster la jeunesse française. C'est-à-dire que l'imaginaire du Premier de Cordée était là pour en faire un projet politique du temps de la guerre, pour dire voilà, on peut s'engager, c'est difficile, on a peur, on peut tomber, mais à la fin de l'histoire, elle est belle parce qu'il va devenir guide et il va réussir. Mais c'était d'abord et avant tout un petit livre pour rebooster la jeunesse française. Un beau livre de métaphores à relire, relire. On peut même lire toute la trilogie, hein, parce que c'est le Premier de Cordée, c'était le premier d'une très belle trilogie de Frison-Roche. Les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray, également aux très belles éditions Guérin. Et puis également un autre livre qui nous vient d'outre-Atlantique, des leçons de Navy SEALs, qui démontrent comment les techniques de leadership appliquées dans les forces spéciales américaines peuvent être appliquées dans la vie et au travail. Voilà. Et pour ceux qui doivent nous quitter, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'art oratoire, la parole, un sport de combat, par Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État. Et si tu as encore quelques minutes avant de prendre ton avion, Blaise, on sera ravis de te garder avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs, qui sont, je suis sûr, très nombreux. Vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoToWebinar. Amaury, est-ce qu'on a quelques questions du public? Alors oui, Roland, on a quelques questions du public. Alors la première que je prise, alors vous avez dit qu'un leader doit toujours déléguer aux autres. Est-ce une question de responsabilité que tout le monde exerce du leadership, pour que tout le monde exerce du leadership?
J'ai pas dit vraiment ça, qu'il fallait déléguer systématiquement, j'ai dit qu'il fallait distribuer. Déléguer, pour moi, c'est un mot qui est beaucoup plus ambigu, parce qu'effectivement, déléguer, bon, on prend une part de responsabilité, puis on dit celle-là, je la découpe, et puis je la donne à quelqu'un qui va exercer la part de responsabilité qui est découpée. La distribution, c'est-à-dire qu'on peut accepter tout à fait que des gens conduisent un projet sans forcément reporter de manière trop lourde au leader qui a distribué. Parce que sinon, en fait, on recrée des mécanismes de reporting, de compte rendu, de formalisation en fait du partage d'informations qui alourdissent. Dans la distribution, elle doit aussi donner des espaces à des gens qui portent en fait le sac à dos dans leur espace. Et voilà, ils avancent et puis ils portent et voilà. Donc je distingue vraiment ces deux notions de délégué, le leadership, qui est quand même la tendance tradie. Voilà, on fixe les tâches à quelqu'un et après on vient contrôler de la distribution, on essaie espèce de créer des espaces d'autonomie et d'initiative pour que ça aille plus vite et soit beaucoup plus dynamique. Très bien. Alors, je vous passe au passage le commentaire de Madame Laurence Le Sobre qui vous félicite pour votre intervention. Alors, une Merci. deuxième question. Comment appréhender son écosystème en tant que leader quand parfois les relations entre les process ou les personnes sont floues? Quels sont les premiers paramètres à prendre en compte? Alors c'est sûr que une des premières choses je vais parler du secours en montagne, c'est la clarté des rôles. Un médecin, c'est un médecin, un pilote, c'est un pilote, un secouriste, c'est un secouriste. Donc si on fait le parallèle avec cette question, c'est de dire que pour déjà assainir l'organisation interne, c'est que chacun et ses rôles et responsabilités qui soient assez définis, tout en étant dans un modèle dynamique. C'est toujours pareil, parce que si on n'est que avec des juxtapositions de fiches de tâches, ça marche pas. Une organisation qui est juste des juxtapositions de fiches de tâches, ça ne marche pas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir ces redondances des fonctions, c'est avoir parfois des binômes, créer des interactions entre des plus anciens et des plus jeunes. Il y a beaucoup en fait de manières de construire une organisation qui, pour être plus résiliente, doit être à la fois un peu plus dans la redondance, dans la clarté des rôles, mais aussi que quand on est dans un processus de décision, les gens qui ont à prendre la décision soient clairement identifiés, que les gens qui doivent être informés de la décision soient clairement informés, que les gens qui soient consultés pour avis soient aussi clairement identifiés et que cette mécanique soit relativement fluide, qu'on ne soit pas toujours à regarder la fiche de poste, le processus, la manière de... Parce que tout ça, ça crée des lourdeurs et on passe son temps à manager. On ne fait plus de la production ou de l'efficacité. Il faut faire juste attention à l'organisation, à ne pas passer sa vie à discuter, à reporter. Voilà, et quand on voit le nombre de codires dans les organisations qui ne font que du reporting, qui font peu de prise de décision, par exemple, c'est un sujet. Parce qu'on passe beaucoup de temps en réunion, beaucoup trop de temps en réunion. Très bien, merci pour la réponse. Une troisième question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune manager qui prend pour la première fois en charge une équipe en entreprise? Bah, le premier conseil, c'est de se mettre déjà à la place de l'ouvrier. C'est-à-dire que dans le secours en montagne, moi je suis arrivé comme patron du PGHM. La première journée où je suis à la base, je suis sous l'autorité de plus anciens. Je suis le patron, mais je suis, sur le plan personnel, je suis un ouvrier. Et de réaliser des tâches de secouriste de base, c'est fondamental pour pouvoir comprendre la dynamique d'équipe et puis après pouvoir la manager. Donc moi, je conseillerais à un jeune manager de commencer sur la chaîne de prod, quoi, aller au plus bas niveau de l'organisation pour comprendre et après remonter doucement vers sa responsabilité en essayant de voir comment il peut être libérateur de son organisation, comment il peut fluidifier et donc d'être dans un rapport inversé, que ce soit pas une hiérarchie qui écrase, mais une hiérarchie qui ouvre et qui libère. Bon, ça c'est simple dans un webinaire, plus dur dans la vraie vie. Hein. Ça dépend des métiers, ça dépend de plein de choses. Mais bon, Merci beaucoup. et aussi Ah, peut-être tout simplement avoir confiance dans ses capacités. Je veux dire, voilà, on apprend tous de ses erreurs. Il faut être juste capable de pas se mettre dans une posture de perfection, quoi. On n'est pas parfait. Voilà. Donc, accepter de ne pas être parfait et d'ajuster son comportement à ses premières erreurs. On va commettre des erreurs par définition. d'accord. Une troisième question. Est-ce qu'un leader doit être plus dans l'anticipation de certains problèmes ou la réactivité slash l'adaptation? Ben, c'est pour ça que j'avais envie de citer ma petite citation, parce qu'on m'avait demandé si j'avais une petite citation éventuellement. J'en avais une en tête que j'aime beaucoup. J'ai mis d'ailleurs en introduction de mon premier livre.
mais c'est une phrase de René Char qui est hyper simple, hein. C'est agir en primitif, penser en stratège. Et en fait, pour moi, ça répond un peu à la question, c'est que on doit être capable de. Il ne faut pas penser qu'on fait que l'anticipation, ça ne marche pas, quoi. On ne peut pas toujours anticiper le H plus 7 jours, 7 mois, 7 ans, ça ne marche pas. Il faut aussi être dans l'action, il faut t'entendre retrousser les manches et descendre sur le terrain et faire. Donc, le agir en primitif, il évoque ça, il évoque l'idée que dans le monde dans lequel on est né, on doit agir aussi, on ne doit pas être que dans les pensées, les discussions. Donc, on fait quelque chose, quoi. Voilà, on le fait. Et puis après, bien sûr, il faut anticiper. Donc, c'est cet équilibre, en fait, hein, ce qui va construire la pensée stratégique. Et là, je pense à des gens comme le général de Gaulle qui ont beaucoup écrit sur ces sujets-là. C'est effectivement d'être capable de développer une capacité à agir efficacement et rapidement, tout en ayant une pensée qui réfléchit le temps long. Et ça va être vraiment la qualité fondamentale des dirigeants de demain. On va pas leur demander que de faire la stratégie à 5 ans, des business plans, etc. Ça, c'est facile, hein, d'ailleurs. C'est toujours faux en plus, donc c'est quand même pas très compliqué. Et, euh, et par contre, agir sur le court terme, aider les équipes à s'adapter, à réagir, ouais, ça me semble. Voilà, donc c'est un juste dosage en fait, hein, sur réaction et anticipation. Très bien. Est-ce que du coup, pour enchaîner, on peut vous demander de nous donner votre anecdote managériale préférée? Alors ça, j'avais pas j'ai eu la question, mais j'ai pas vraiment la réponse. Moi, ce que j'ai ressenti dans ces unités de sauvetage que j'ai dit tout à l'heure, le, le fait d'être patron de l'unité et d'être un jour le lendemain à la base secours et être sous la responsabilité d'un plus ancien, c'est pas une anecdote en tant que telle, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une anecdote parce que j'avais quelqu'un de vrai, Henri Casemajor, qui m'a appris à faire mon sac et qui m'a donné les premiers conseils, alors que j'étais le patron. Et je trouve que cette capacité dans ce type d'organisation, que ce soit les forces spéciales, que ce soit les PGHM, que ce soit tout un tas d'organisations qui sont un peu dédiées à l'action un peu brute et efficace, ce changement de rôle, en fait, il est génial. Et en fait, dans des organisations beaucoup plus grosses, huilées, la banque, les univers financiers, etc., en fait, il y a beaucoup de hiérarchisation qui répond en plus à des impératifs de rémunération. Donc, on est vraiment dans cette hiérarchie euh, qui est très pesante, en fait, où les gens ne connaissent même plus ce qui se passe sur le terrain. Et donc l'anecdote, c'est pas une anecdote, c'est plutôt une invitation à vraiment se rappeler qu'il y a des gens qui sont sur le terrain et à pas les oublier jamais. Et qui en savent parfois beaucoup plus que nous. Blaise, un immense merci pour ton temps, un immense merci pour ta disponibilité. On sait que ton timing était très très serré. On a été ravis de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Et tu nous laisses avec cette très jolie phrase de René Char, agir en primitif, penser en stratège. Un immense merci et je vous redonne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour parler de la parole est un sport de combat. On va parler d'art oratoire avec Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État. Merci à tous, bonne journée et très bonne journée à toi aussi Blaise. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.